dans cette nouvelle vidéo qui est totalement improvisée. Voilà, comme ça je pose directement les bases. Alors l'envie de vous faire un vlog lecture était là quand même depuis un petit bout de temps, je vous en avais déjà parlé sur Twitch. J'avais particulièrement envie de vous faire un vlog lecture axé manga, ce qui va très certainement être le cas, mais voilà, j'avais pas du tout prévu de tourner aujourd'hui, mais je me dis que ça a d'autant plus de saveur parce que là, on est bien à chaud et dans le naturel. Voilà, donc effectivement, ce matin, j'ai terminé le premier tome de La Petite Fille aux Allumettes, qui est un livre qui a été sélectionné pour le club lecture du Terrier du mois de décembre. D'ailleurs, petite parenthèse, le lien pour rejoindre le club de lecture est toujours dans la barre d'infos. C'est un lien qui vous redirige vers Discord. Et voilà, donc ayant fini ce premier tome, j'avais envie de vous en parler, même si évidemment je vais en reparler durant le live bilan qui aura lieu normalement mi-février sur Twitch, évidemment. Mais voilà, j'avais cette envie-là, et puis voilà quoi. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, on va tout garder, hein, ce sera rien que je commence à couper. Et voilà, donc je vais vous faire un petit point sur ce premier tome, et après on verra ce que je vais lire juste après, voilà. Alors vous le savez, moi les vlogs que je vous propose, les vlogs lecture, sont quand même axés lecture, hein, ce qui semble un peu logique, mais c'est-à-dire que effectivement vous allez me suivre un petit peu dans mon quotidien, dans mes espaces de vie quotidien. Voilà. Le but, moi, de ces vlogs-là, c'est de vous donner des avis à chaud directement après la lecture d'un livre, d'un manga, de n'importe quoi, parce que j'aime bien le côté naturel et très spontané de ce genre d'avis, et c'est surtout parce qu'au moins, là, en vous donnant directement mes avis, je ne reporte pas le truc. Et du coup, je n'oublie pas de vous faire les vidéos pour vous donner mes avis de certains bouquins. Donc voilà, il n'y a que des avantages à ce genre de format, et surtout, alors là, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, je ne me maquille pas, je m'apprête genre le minimum syndical, c'est-à-dire que je suis propre, voilà. Et ça vous vous en foutez parce que vous ne pouvez pas expérimenter la merveilleuse odeur que je dégage. Mais moi je le sais, et maintenant vous le savez aussi. Il n'y a plus aucun filtre, c'est merveilleux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu le premier tome de La Petite Fille aux Allumettes de Sanami Suzuki. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, enfin évidemment je m'attendais pas forcément à quelque chose d'ultra joyeux, pétillant et plein, comment dire, de gaieté, hein, au vu de la couverture, parce que le personnage principal, en quelque sorte, qui est du coup le personnage représenté sur la première de couverture, qui s'appelle Lynn et qui est vendeuse d'allumettes chimériques, petite parenthèse, les allumettes chimériques permettent d'exaucer ce à quoi on pense au moment où on allume l'allumette, hein, c'est un petit peu le pitch de base, et ben elle apparaît justement ponctuellement dans chacun des chapitres où l'on suit à chaque fois différents personnages. Et ce que j'ai plutôt apprécié, c'est que on pourrait s'attendre à avoir toujours plus ou moins le même modèle au niveau de la narration, ce qui dans un sens est plutôt vrai, puisqu'on va rencontrer un ou plusieurs personnages en début de chapitre. Et il va y avoir un moment où Lynn va apparaître pour donner les allumettes chimériques. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'à chaque fois, ça prend des tournures auxquelles on ne s'attend pas. Parce qu'au début, je vais pas vous le cacher, ça se termine pas forcément bien, hein, pour les utilisateurs, utilisatrices de ces allumettes-là. Mais on a quand même des bonnes surprises, des fins auxquelles on s'attend pas forcément. Et surtout, j'aime beaucoup le ton qui est utilisé dans ce manga. Il y a quelque chose d'assez cynique. Comment dire ? Il y a des points d'humour, mais ça a un côté très obscur, parce qu'on est face aux humains et à tout ce qui peut constituer un humain, dans tout ce qu'il y a de bon et de mauvais. Et moi, je trouve pas qu'il y a forcément quelque chose de très moralisateur. On a un peu cette impression au début qu'il y a une sorte de morale, parce que justement, voilà, t'as voulu abuser d'un pouvoir, et ben tu te prends un retour de karma, hein. Il y a un peu cette idée-là. Mais, vu que les fins des différents chapitres ne sont pas toujours les mêmes, et que parfois ça se termine bien, ou de manière mitigée, mais c'est-à-dire pas complètement dramatique, moi j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, faut s'attendre à des choses qui vont être un peu, parfois même violentes, mais
Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et enfin, l'un des petits points qui, moi, personnellement, me séduit et me donne justement cette envie de me jeter sur le deuxième tome, et je l'ai pas d'ailleurs le deuxième tome, donc je sais justement pas si je vais essayer de trouver des scans en anglais ou des choses comme ça pour continuer ma lecture, même si j'achèterai le tome 2, ça c'est certain, mais c'est juste que là, tout de suite, je l'ai pas à portée de main. C'est que, du coup, le personnage de Rin est un personnage qui a une esthétique un petit peu gothique. Et c'est un personnage qui dégage quelque chose de très froid, très calme, presque un petit peu... Ouais, je pourrais pas dire calculateur, parce qu'on n'en sait pas suffisamment pour le moment, mais qui est très... c'est un personnage très mystérieux, parce que finalement, vu qu'elle apparaît que de manière, on va dire... rapide dans chacun des chapitres, on n'a pas vraiment le temps d'en apprendre beaucoup sur elle, même si on a le droit à un chapitre où on se retrouve durant l'un de ces jours de congé, et ça par contre j'ai trouvé ça très très cool, et j'espère que dans le tome 2 on aura le droit à certains chapitres qui vont vraiment faire des focus sur elle, sur peut-être son passé, son histoire, d'où elle vient, mais j'ai l'impression qu'on va partir dans quelque chose comme ça, parce que dans l'un des derniers chapitres, c'est le dernier chapitre ou pas, je sais plus, je viens de le terminer, non mais tout va très bien, c'est super, mais on a un autre personnage qui intervient, qu'elle semble connaître, hein, et qui est peut-être un petit peu dans le même domaine qu'elle, enfin pas tout à fait, enfin je peux pas en dire trop, mais ça donne vraiment très envie de lire la suite. Donc voilà, pour l'instant je vais pas m'exprimer plus que ça, peut-être que je développerai un peu plus durant le live Twitch que je ferai du coup là d'ici pas très longtemps. Donc voilà, maintenant la grande question c'est est-ce que je lis le tome 2 ou est-ce que je vais voir dans ma bibliothèque ce que j'ai et j'essaye de me caler une lecture papier. Je ne sais pas, Donc vous savez quoi, on va aller voir, hein? On va aller voir. Bon alors, soit je me dirige vers quelque chose de shoujo, soit du shonen ou du seinen. Quoique, pour être tout à fait honnête, la classification n'est plus aussi nette et franche qu'avant parce que j'ai beaucoup de bouquins. Je me dis que ce serait intéressant que je lise La Voix du Tablier, qui est le manga que j'ai sélectionné, enfin l'un des mangas que j'ai sélectionné pour le club de lecture du Terrier pour le mois de février. Ce serait plutôt pas mal, mais en même temps, j'ai envie de lire un komiku, et en l'occurrence, Sorcière et Ténèbres. Alors pour une raison complètement random, c'est-à-dire que il est proposé à la fin du premier tome de La Petite Fille aux Allumettes. Donc ça me tente quand même pas mal, et ça fait un moment que je l'ai. Donc bon, j'hésite. Après j'ai aussi quelques nouveautés à lire de chez Pika, qui vont sortir là cette année. Donc finalement je suis partie sur Sorcière et Ténèbres, voilà, j'ai écouté mon envie principale, et j'ai super hâte parce que je sais que c'est un livre qui n'a pas toujours fait l'unanimité, mais moi ça me tente bien, Enfin souvent les gens ils étaient un peu déçus parce que la couverture, enfin les dessins sur la couverture ne correspondent pas aux dessins qu'on a à l'intérieur du manga, mais moi ça va, enfin sachant ça, j'ai pas non plus d'attente particulière au niveau du dessin. C'est une série en 2 tomes, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un manga hyper épais, donc à mon avis ouais ça regroupe, c'est l'équivalent de 2 mangas normaux quoi, enfin c'est l'impression que ça me donne, donc voilà, je vais voir ce que ça... Oh waouh ok. On en découvre tous les jours des choses. Je viens de me rendre compte qu'il y avait des trucs dessinés, alors je sais pas si vous verrez, voilà, des trucs illustrés en couleur à l'arrière du petit manga. Et j'ai même l'impression que ça s'ouvre. Ouh là là. Alors attendez, on va regarder ça tout de suite parce que là on... Oh là là, comment c'est joli. C'est en partie l'illustration qu'il y a autour de la jaquette, mais en version blanche. Trop joli. Oh, je me demande si on peut l'enlever. Ah, je crois pas. Oh non, c'est attaché. Je crois que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais bien aimé attacher contre un mur.
Alors, je pourrais vous dire que cet incroyable cupcake chocolat blanc, pépite de chocolat au lait, de chocolat blanc, avec un léger coulis de caramel au beurre salé, est apparu dans ma main comme par magie. Mais je n'ai pas le cœur à vous mentir. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors ça, comme vous pouvez le voir, je vous ferai pas une photo de ce que ça donne, hein, parce que c'est horrible. C'est horrible, ça a aucune gueule, mais vraiment aucune, mais... c'est bon. Oh putain, ça se mange bien. Les textures de mes mug cakes sont jamais extrêmement ouf, mais alors par contre, c'est un condensé de sucre, de gras, parce qu'on met un petit peu de gras, puis surtout, moi, je mets les carreaux de chocolat à fondre dedans, comme ça, c'est bien coulant, vous voyez, c'est vraiment... bien fat, c'est merveilleux, voilà, donc voilà, ce vlog va vraiment être passionnant, vraiment trop bon, j'avance, hein, j'avance dans Sorcières et Ténèbres, ça se lit bien, voilà, pour l'instant j'ai pas un avis plus poussé que ça se lit bien, les dessins sont vraiment très très bien, et bon, on se tiendra un petit peu au courant de tout ça, mais c'est vrai que de pas lire en continu, là, sur ces 2 derniers jours, entre hier et aujourd'hui, je me rends compte que on est quand même sur 2 ambiances, les 2 bouquins que j'ai lus, donc hop là, attendez, j'ai sous la main. Voilà, La petite fille aux allumettes et Sorcières et Ténèbres, on est quand même sur une dimension, bah déjà fantastique, ça c'est certain, et quand même assez sombre, vous voyez. Donc bon, bah écoutez, moi je vais aller manger mon mug cake, je suis en train de regarder The Good Place. Je sais pas si au moment où je publierai cette vidéo j'aurai vu le dernier épisode, mais apparemment tout le monde pleure, donc ça me fait bien envie. Enfin, ça me fait bien envie, pas que j'ai une passion pour la pleurnichade, hein, mais c'est vrai que je pleure facilement, et si les gens pleurent, c'est certainement que c'est hyper touchant, surtout que le dernier épisode dure 55 minutes, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, j'ai hâte de le voir, et j'ai pas envie de me faire spoiler surtout. Quoique ça va, j'arrive à ne pas me faire spoiler avec The Good Place, vraiment ce vlog est en train de devenir n'importe quoi. Donc je sais pas si je vais continuer à lire ce soir, peut-être. Si je termine le manga ce soir, on se retrouve plus tard... dans la nuit, parce que on y est déjà quoi, il est 20h23, et là je pense que je vais me faire après mon petit mug cake une session de Final Fantasy XIV. Je suis au niveau 51-52, et pour celles et ceux qui connaissent Final Fantasy XIV, qui y jouent, je suis dans le fameux tunnel des 100 quêtes, et c'est vraiment une traversée du désert, donc dès que je peux, une fois de temps en temps, je fais quelques quêtes par-ci par-là, et voilà, hein. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui on est vendredi, et hier j'ai commencé le premier tome de Shibuya Hell qui sortira chez Pika Édition le 1er avril. Notez que sur la couverture nous avons un gros poisson. Faites le lien, j'ai trouvé ça très très cool. Moi c'est le genre de référence qui me fait mourir de rire, donc j'ai trouvé ça pertinent, vraiment pertinent à souhait. Et clairement, par rapport aux 2 bouquins que je vous ai présentés depuis le début de ce vlog, qui étaient également des seinen, où le genre principal était le fantastique, qui permettait d'avoir des moments un petit peu horrifiques, relativement légers, mais tout de même qui par moments pouvaient être légèrement trash, là... avec Shibuya Hell, on est sur du manga d'horreur complet, hein. C'est du survival horreur, et c'est vraiment pas du tout dans la même dynamique que les 2 premiers bouquins que je vous ai présentés. Là on est clairement sur de l'action à fond les ballons, et c'est voilà, il y a quelque chose d'hyper haletant. J'attendais pas grand chose de cette lecture là, parce que quand vous lisez le résumé, alors je sais plus, hein, oui, non, si, c'est carrément dans le résumé, oui. J'ai vu, je viens de tomber sur le mot que j'allais justement dire, on nous dit qu'on va retrouver des poissons géants, des fois des plus petits, hein, il n'y a pas que des gros poissons, qui volent dans les airs, donc c'est-à-dire déjà en dehors de l'eau, ok, jusque là on suit, et qui dévorent les gens.
Donc c'est vrai que tu lis le résumé, tu as une sorte de légitimité à te poser des questions. Tu vois, tu te dis, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Alors du coup, voilà, le truc avec ce genre de résumé, c'est que soit le manga va partir dans quelque chose d'hyper burlesque, d'hyper décalé, et du coup d'hyper drôle, et ça fonctionne, soit ça va faire un flop total parce que ça va être hyper décousu et le ton va pas être bon du tout et ça peut vite devenir un gros navet. C'était pas le cas. C'était aucune de ces deux options-là. Là, vraiment, je vous avoue que j'ai été vraiment agréablement surprise. Et je pense que si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que dès le début, on est au cœur de l'action. Finalement, on n'a même pas vraiment le temps de se poser de questions, on est embarqué dans l'histoire. Et moi, je trouve qu'il y a un petit côté Junji Ito. Alors vraiment très 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 lointain, parce que c'est pas du tout dans la même dynamique que ce qu'on peut retrouver la plupart du temps chez Junji Ito. Ceci dit, Junji Ito reste quand même une référence dans le domaine de l'horreur et de l'horreur dans les mangas japonais, donc c'est pas complètement incohérent aussi de l'évoquer. Et moi, là où je retrouve qu'il y a une sorte d'influence, alors peut-être qu'il n'y a pas d'influence du tout, hein, moi c'est comme ça que je le perçois, c'est dans le surgissement du surnaturel, du fantastique et de l'horreur. Il y a quelque chose comme ça qui peut être parfois abrupt, comme ça l'est dans Shibuya Elle, mais qui pourtant est très vite assimilé et très vite intégré par le lecteur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Malgré, vous voyez ce truc, ce pitch de base où vous vous dites que vous allez retrouver des poissons géants qui volent, et ben ça fonctionne. Après, côté personnage, je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit doute et je me suis demandé vers quoi ça allait tendre parce que sans trop spoiler, à un moment, on voit un personnage féminin qui fait une sorte de chute et où on voit ses sous-vêtements. Alors, en soi, c'est pas dramatique, voilà. Comme je vous le dis, c'est pas quelque chose qui m'a forcément gêné dans ma lecture et qui m'a ralenti parce que j'ai quand même continué. Mais sur le coup, je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi parce que j'ai vraiment eu peur qu'il y ait plein de moments comme ça dans le manga et que ce soit juste un petit peu potache. C'était pas forcément le cas, surtout qu'à la fin, il y a une explication au comportement de cette jeune fille, surtout qu'il y a en plus de ça un bonus à la fin où on a 2-3 petites explications sur ce personnage-là. Mais voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui m'a... C'est certainement la chose qui m'a le moins plu, sachant qu'il y a un autre personnage féminin qu'on rencontre quelques chapitres après, enfin juste le chapitre d'après d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, qui est une idole. Et pareil, là j'ai pris le personnage avec des pincettes, mais au final c'est un personnage qui a beaucoup de qualités. Elle est extrêmement courageuse, elle fait des choses... Elle se lance dans des choses malgré la peur qui vraiment la bouffe. Et voilà, elle a un côté assez héroïque. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que bon, bah, parfois, tu as certains plans qui ont été coupés. Enfin, un plan en particulier qui a été coupé grâce à une case où il y a des choses notées. Donc je me suis dit, ça va, ils ont bien rattrapé le coup, c'est plutôt cool. Mais ouais, pareil pour le personnage principal. Comment dire ? Sympa, on va dire qu'il commence pas non plus avec le meilleur bagage de l'univers, c'est pas non plus le personnage qui se fait bully, hein, on est d'accord, mais c'est pas non plus le personnage le plus célèbre, le plus, comment dire, le plus populaire de son lycée, mais voilà, c'est un personnage lambda, moyen, qui a cependant une passion qui est un petit peu... atypique par rapport à ce que les jeunes de son âge font en général, c'est-à-dire que c'est un cinéphile et tu le vois avec son caméscope essayer de filmer certains moments de vie parce qu'il a envie de faire son propre métrage. Donc c'est assez intéressant et par contre le truc comment dire, où je me suis posé des questions, et vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est que ces deux personnages-là dont je vous parle, donc l'idole et le personnage principal qui s'appelle... Attendez voir, parce que je retiens jamais son petit nom. Attendez, c'est... J'aime bien, je retiens jamais son nom, hein. J'en ai jamais parlé, mais allez savoir. Hajime Tsukiyoda. Ces deux personnages-là, ils ont parfois des comportements qui peuvent paraître un tout petit peu... qui font penser à du shonen, c'est-à-dire que vous voyez, dans le shonen, c'est le pouvoir de l'amitié, et tu te répètes 10 fois les trucs, et c'est, tu vois, il y a une sorte de galvanisation, je sais pas si ce mot existe, mais vous voyez, et en fait là, c'est un petit peu la même chose dans la mesure où ils vont s'attacher
se rattacher à des objectifs de vie qui peuvent paraître complètement futiles dans la situation dans laquelle il se trouve. Et en même temps, tu vois, en même temps, quand tu réfléchis un peu, parce que tu vois, tu lis un manga, mais tu peux te mettre à réfléchir à certains moments quand tu lis, et tu te dis, mais comment toi tu réagirais si toi t'étais dans la même situation? Et au final, effectivement, peut-être qu'en étant dans une situation similaire, tu te rattacherais aux choses les plus futiles possibles pour, comment dire, te donner une motivation à vivre, à survivre en tout cas, tu vois. Donc, ça peut se comprendre finalement. Vous voyez, quand on essaye de se mettre à la place des personnages, c'est pas si, comment dire, improbable que ça. Voilà. Donc au final, moi, pour être honnête, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce premier tome de Shibuya Hell, et ma foi, je serais assez curieuse de lire la suite. C'est un manga qui reste quand même ultra graphique. Il y a des scènes hyper violentes, il y a beaucoup de sang, et franchement... Alors, comment faire pour ne pas vous spoiler? Alors peut-être celles et ceux qui l'ont déjà lu verront. Je vais essayer de choisir mes mots. Disons qu'à la fin, il y a une sorte d'écoulement, je n'en dirai pas plus. J'ai trouvé ça, enfin ça m'a écœurée, ça m'a écœurée. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais en même temps très à propos, hein. Très à propos, ça fait du sens, mais alors, t'as des scènes, t'es pas bien, t'es pas bien du tout, et vraiment, ouais, c'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est malaisant à certains moments, et puis ça te laisse pas beaucoup le temps de respirer non plus. Donc voilà. J'ai quand même hâte de lire la suite, même si à mon avis ça va mettre un petit peu de temps à arriver. On est un peu plus tard et je vous parle maintenant de Sorcières et Ténèbres, le premier tome d'une duologie, donc qui se termine en 2 tomes. Très bonne nouvelle, hein. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment génial, donc je le reprécise, hein. J'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. J'ai passé un bon moment de lecture. Je mentirais si je vous disais, oh là là, c'était compliqué de me relancer à chaque fois dans la lecture, c'était compliqué d'entrer dans l'univers et tout. Non, c'était facile, c'était agréable. L'univers est très chouette. On parle de sorcières blanches, de sorcières noires, de chasseurs, de ténèbres. Voilà, on est sur le champ lexical de la magie quand même, donc c'est plutôt pas mal. Les dessins sont sympas. Il y a une trame de fond qu'on arrive très facilement à suivre d'un chapitre à un autre. Il y a quand même ce côté feuilletonnant, puisque d'un chapitre à un autre, on a à chaque fois un nouvel ennemi qu'il faut combattre. C'est sympa, franchement, ce serait mentir que de vous dire que ce n'est pas sympa. Tout particulièrement, là, les deux, on va dire les 2 ennemis des 2 premiers chapitres sont très cool, vraiment. Enfin, je peux pas vous en dire plus parce que là sinon je vous spoil et vous avez plus aucun plaisir à découvrir cette histoire, mais en gros on a comment dire, du coupage de tête, voilà. On a de la poupée, comment dire, maudite qui possède votre âme, plutôt pas mal aussi. Non vraiment c'est, non je dis ça sur ce ton là, mais moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et puis comment dire, il y a une sorte de charte graphique dans certaines représentations des ténèbres, de la possession, de ce genre de choses-là que je trouve chouette, que je trouve cohérent, qui installe du coup un univers bien défini, donc très bien. Alors pareil, il y a une histoire, un moment avec un chien, j'ai pleuré, j'ai autant adoré que détesté ce chapitre-là, parce que je pense que je suis à peu près comme l'humanité réunie, c'est-à-dire que quand c'est un humain à qui il arrive quelque chose, ça va, des fois t'es un peu triste, mais ça va. Mais quand c'est un animal, un chien, mais alors là c'est foutu, tu m'as perdu. Ça a un côté qui est parfois très mignon parce que le personnage principal a ce côté très solaire, hein. C'est une sorcière blanche, hein, c'est pas pour rien, elle est très solaire, très gentille, et elle a du coup une certaine rondeur, elle apporte une certaine rondeur à cette histoire. Maintenant, pourquoi ce n'est pas un coup de cœur malgré que ce soit une bonne lecture dont je lirai le tome 2, moi c'est clairement les personnages. Alors, pour moi c'est ce qui a péché et ce qui m'a empêché comment dire, d'avoir un coup de cœur, oui, clairement. Le personnage principal qui s'appelle, alors c'est quoi son petit nom? Hisuji, voilà. La fille la plus énergique, optimiste et enthousiaste, heureuse de l'école, effectivement.
c'est exactement ça. Elle peut avoir un petit peu, vraiment, là pour le coup c'est vraiment ça, le stéréotype du personnage féminin de manga hyper édulcoré, toujours guillerette, qui va s'obstiner dans des choses où dans la vraie vie, franchement, c'est le dernier truc que tu fais, c'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse du second personnage principal qui s'appelle Kokuyo. On apprend très vite que c'est un chasseur de sorcières, hein. C'est écrit dans la 4e de couverture, je vous spoil pas, qui est vraiment hyper froid, très bougon, comme ça, ronchon, qui vraiment l'envoie péter, mais elle, ça ne la démoralise pas. Elle s'obstine, elle essaye vraiment de se lier d'amitié pour lui, enfin elle est carrément amoureuse, hein, mais c'est un amour à sens unique. Alors, contrairement à certains mangas, là, le personnage de Hisuji est tellement décalé, c'est-à-dire qu'elle a un goût prononcé pour ce que tout le monde trouve pas du tout attirant. Elle collectionne les insectes, elle les mange, vous voyez ce genre de truc, elle aime tout ce qui est, je sais plus ce qu'elle disait, visqueux, gluant, enfin vous voyez, elle a des goûts un peu particuliers, hein, qui sont certainement liés au fait que ce soit une sorcière. Donc du coup, le fait qu'elle s'attache à un personnage qui est entouré de bandelettes sur absolument toute l'entièreté de son corps, je pense que ça doit être lié, donc ça justifie un petit peu ce truc, cette obstination, mais clairement, c'est une relation à sens unique. Alors, évidemment, Kokuyo, sans forcément s'adoucir énormément au fil des chapitres, et sans non plus rentrer dans une romance avec elle, hein, c'est vraiment, comme je vous dis, à sens unique. Voilà, il y a un échange de bons procédés entre les deux personnages, c'est-à-dire que lui, en ayant ce rapport avec Hisuji, ça lui permet d'avoir certaines informations pour combattre, entre guillemets, ce qui va se dérouler dans l'histoire. Alors, je sais pas si on en parle directement, on n'en parle pas dans la 4e de couverture, donc je vais peut-être pas vous en parler, mais disons qu'il y a un très 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 gros événement qui va se dérouler dans la ville dans laquelle habite justement Hisuji, donc la jeune sorcière, qu'il faut absolument, couper à la racine, voilà. Et du coup, grâce à Hisuji, Kokuyo, donc le chasseur, peut avoir certaines informations, a accès à certaines informations, et l'un l'autre se sauve de certaines situations qui peuvent être extrêmement critiques, mais voilà, c'est un échange de bons procédés, comme je vous dis, mais il n'y a pas de romance à proprement parler, vu que c'est qu'à sens unique. Maintenant, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir encore ce stéréotype du mec inaccessible, froid, et de la fille qui est très solaire, machin bidule? Je suis pas certaine. Franchement, ce manga tenait très bien sans ce cliché, vraiment, parce que l'univers est très sympa. Mais bon, voilà. Sachant quand même que à la fin du premier tome, on a quand même une sorte, oui, de chapitre bonus où on suit vraiment l'enfance de Kokuyo, donc le chasseur, et où on comprend certaines choses. Hein, on comprend certaines choses, on commence peut-être aussi à mieux comprendre, à mieux aborder le personnage voilà, qu'il est dans ce manga-là. Mais bon, voilà, il y a certains clichés, on s'en serait un petit peu passé. Ceci dit, comme je vous le dis, c'était une bonne lecture, je vous mentirais. Vraiment, je vous mentirais si je vous disais que c'était nul à chier, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des très bonnes choses. Puis au final, là, certaines choses qui seraient vraiment imbuvables, par exemple dans certains shoujo, ici, sont excusées par le tempérament étrange et un petit peu particulier de Hisuji. Voilà. Donc, affaire à suivre. Comme je vous le dis, moi j'ai vraiment hâte de lire la suite, et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Comme je vous le disais, souvent les gens, ils ont très vite décroché parce qu'ils n'ont pas retrouvé les dessins qu'il y avait sur la 4e de couverture, enfin non, même pas, c'est pas une 4e de couverture, sur la couverture tout court, mais quoique la 4e aussi. Bref, sur la couverture intégrale, mais ça reste très joli, ça reste du beau manga, c'est... Il n'y a pas de souci majeur. Et vraiment, par contre, ce que j'ai noté et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que les traits de Hisuji ont vraiment quelque chose de magique. On sent que c'est une sorcière. Alors, je sais pas si c'est à cause du dessin, de la forme de son nez, de sa coiffure, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressent vraiment dans son visage. Elle fait plus mature que certains personnages qu'on peut retrouver dans des shoujo, hein, dans sa morphologie. Peut-être trop, peut-être pas assez, j'en sais rien. Après, elle est quand même au lycée.
Donc ça semble assez cohérent. J'ai toujours un problème avec ce mot, je veux dire cohérent. Maintenant, je vais aller faire des courses, voilà, comme ça vous savez absolument tout. Et ensuite je vais enchaîner, hein. J'aimerais bien encore lire un manga pour ce vlog, voire deux. Hein, je sais pas quand je terminerai ce vlog là. D'ailleurs, petite parenthèse tant que j'y pense, comme vous l'avez vu, j'ai encore revisionné Kiki la petite sorcière. Je pensais juste me le mettre en fond sonore parce que je le connais par cœur, hein, le film évidemment. Mais non, je me suis dit que c'était bien de le re-regarder. En fait, mes yeux, ils arrivaient juste pas du tout à s'enlever de l'écran, et rien que d'entendre les musiques, enfin, à chaque fois, je suis complètement emportée. J'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois, c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Et surtout, je vous avais parlé de The Good Place, et j'ai enfin vu les derniers épisodes. En fait, j'ai vu l'avant-dernier, plus tout le dernier, et ça n'a pas manqué. Hein. J'ai aussi beaucoup pleuré, J'étais très 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 contente de cette fin. Quand on arrive à la fin de l'avant-dernier épisode, on se doute vers quoi on va aller. Vers quoi on va aller sur le dernier épisode, mais c'est extrêmement juste, c'est extrêmement bien de terminer une aussi bonne série sur une aussi bonne fin. Franchement, plein d'émotions. C'était The Good Place, quoi. Enfin, franchement... Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder, il faut vraiment la regarder. Tout le pataquès qu'on en fait autour de cette série, c'est absolument mérité. Vraiment, en plus, l'avantage, c'est que c'est des épisodes vraiment très courts, c'est une vingtaine de minutes, donc à part le dernier épisode, évidemment. Mais c'est facile à regarder, vous calez ça, un petit épisode par-ci par-là, et c'est juste du bonheur. Donc voilà, je voulais juste vous dire que voilà, moi je fais partie de toutes ces personnes qui ont adoré la fin de The Good Place, et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu de votre côté, et est-ce que vous en avez pensé? C'était cool. Aujourd'hui on est vendredi 14 février, donc c'est vraiment le dernier plan en mode last minute, parce que techniquement cette vidéo sera mise en ligne dimanche, et la grande partie de ce vlog a été tournée la semaine dernière, mais j'avais vraiment envie de vous faire un dernier point lecture sur un manga que j'ai lu, et en l'occurrence c'est Réponse et les 5 princes des éditions Nobinobi, qui n'est pas du tout dans la même veine que les bouquins que je vous ai présentés du coup la semaine dernière. Là on est clairement sur du shoujo. Donc déjà, avant d'aller plus loin, notons bien ça. Alors, je ne suis pas la cible principale parce que je ne suis pas hyper friande à la base de shoujo. Ça m'arrive d'en lire, vous le savez, mais voilà, faut aussi partir de ce constat-là. Et effectivement, je vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai pas été embarquée particulièrement, mais ça vient pas forcément du côté shoujo, même si oui, si en fait ça vient complètement du côté shoujo, mais ce qui m'a un petit peu dérangée ou peut-être décontenancée, c'est que les chapitres sont hyper expéditifs, parce que finalement on a une sorte de condensé de plein de contes qu'on connaît, il y a une forme de réécriture à certains moments, et ça va très vite. On n'a pas du tout le temps de s'attacher au personnage. Ça va tellement vite qu'on n'est pas sûr vraiment de comprendre pourquoi on est face à tous ces personnages, à toutes ces micro-histoires, à ces micro-romances, hein, parce que c'est un shoujo, donc vraiment c'est l'histoire des princesses, des princes, machin, donc forcément il y a de l'amour, mais l'amour, il est comme ça. Bon alors après, ok, on est d'accord, hein, c'est des contes, mais voilà, ça va tellement vite qu'il n'y a même pas de contexte qui peut faire passer la pilule, hein. Enfin, c'est mon avis, donc c'est ça qui m'a vraiment peut-être le plus dérangée. Après, là où ça a commencé un petit peu à me plaire, c'est quand il y a eu la réécriture du conte de Podan. Parce que là, effectivement, rien que déjà le conte à la base me plaît beaucoup, parce que je le trouve relativement horrible. Voilà, on va pas se le cacher. Donc j'ai plutôt bien apprécié. J'avais l'impression que, justement, vu que c'était peut-être abordé de manière un peu plus, comment dire, concrète, un peu plus... oui, trash. Enfin non, faut que j'arrête avec ce mot. J'ai pas arrêté de dire trash pendant tout le vlog, mais c'est un peu plus... cru, hein, c'est un peu plus cruel, c'est un peu plus noir, hein. Le conte de Podan, il est pas non plus, voilà, il est un peu difficile, et du coup ça dénotait un petit peu avec le côté
un petit peu cucul la praline des premiers chapitres qui peut plaire, hein, comme je le dis, à certaines personnes parce que voilà, on peut tout à fait aimer le shoujo, les petites histoires mignonnes, rapides, mais où ça dégouline d'amour. Il y a aucun problème avec ça, c'est juste que moi, comme je le répète, c'est pas ce que je préfère en fait à la base. Mais voilà, à partir de ce moment-là, ça a commencé à plutôt bien me plaire et je dois avouer qu'au moment où on entre vraiment dans l'histoire de Réponse, là, ça m'a déjà un peu plus parlé. Bon, encore une fois, j'aime beaucoup le conte de Réponse, donc voilà, je partais plutôt bien. Et ça part aussi un petit peu dans ce côté Réponse de Disney, voilà, sans en dire trop. Mais ça m'a déjà un petit peu... Voilà, j'ai été un peu plus réceptive sur la deuxième partie finalement du manga. Et j'ai bien aimé qu'on ait un petit zoom en fait sur la sorcière, je crois que c'est la sorcière noire qu'on l'appelle, oui la sorcière noire, c'était plutôt intéressant, voilà. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je m'attendais pas forcément à en avoir un avec un shoujo, hein, je vais pas vous le cacher, mais si vraiment, voilà, vous cherchez à condenser, voilà, un condensé de bonnes intentions, d'amour, oui, là c'est plutôt bien, parce que du coup, vous en avez plein, avec plein de personnages différents, ça s'enchaîne très vite, donc du coup, voilà, vous avez de quoi faire. Mais bon... Voilà, je suis pas sûre d'avoir un avis plus développé que ça. Voilà, je pense vraiment qu'au final, celle que j'ai peut-être trouvée la plus crédible en romance, à la rigueur, c'est la dernière, parce que le prince est vraiment, comment dire... ouais, il est pédant hein, quand il arrive dans l'histoire, quand il rencontre Réponse, il est hyper hautain, et voilà, tu sens que c'est un prince et qu'il a besoin de se la jouer à mort, tu vois. Mais du coup, il fait son mea culpa, tu vois, c'est un petit peu, bon, c'est un peu cliché, ok, mais il apprend à vivre à la dure, entre guillemets, il s'attache à Réponse, et puis voilà, c'est mignon, mais vu que ça prend légèrement plus de temps que les autres contes, et ben du coup c'est un peu plus crédible aussi. Alors après c'est peut-être juste une impression, moi j'ai l'impression que ça prend plus de temps. Bon enfin bref, j'ai été beaucoup plus séduite par l'histoire de Réponse que par les autres, voilà. Maintenant, bon, voilà. Si vous êtes vraiment hyper mordu des histoires des frères Grimm, si vous aimez vraiment beaucoup les shoujo, que vous aimez quand il y a beaucoup d'amour et de petites étoiles dans les yeux, et que vous aimez à quelque part vraiment la douceur, mais vraiment genre la douceur, mais hyper sucrée, hein, sucrée à mort, oui, c'est fait pour vous, sans aucun doute. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être lu aussi d'autres tomes de la série, hein. Comme je vous dis, apparemment il y a le Chaperon Rouge et les 5 sorts, et là, ah non, ça va être bientôt disponible, excusez-moi, celui qui est déjà disponible c'est la Reine des Neiges et les 5 éclats. Donc je ne sais pas, j'avoue qu'à quelque part, je suis un peu curieuse. Je suis un peu curieuse de savoir pourquoi à chaque fois ce chiffre 5 revient. Alors oui, certainement parce qu'à chaque fois il doit y avoir 5 chapitres, donc 5 zooms sur un point en particulier. Là à chaque fois c'était un prince en particulier sur lequel on zoomait, parce que tous les princes ici dans cette histoire subissent une malédiction de la part de la sorcière noire. Donc du coup... c'est pour ça, on comprend à la fin, il y a tout qui rentre dans l'ordre à la fin, mais je suis assez curieuse quand même de savoir si c'est intéressant, par exemple, pour la Reine des Neiges et les 5 éclats. Peut-être justement par rapport au conte initial, avec ces éclats qui explosent partout dans le monde entier, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on va suivre le moment où l'éclat s'introduit dans les personnages, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Mais si vous les avez lus, que ce soit celui-là ou l'autre, n'hésitez pas à me faire un retour, parce que peut-être que vous êtes friand de shoujo, donc ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue. Voilà, parce que là, objectivement, ce serait pas, je pense, pertinent de descendre un manga qui, à la base, dont je ne suis pas la cible, à la base. Hein, voilà. Après, bon, je le relirai pas 2 fois. Voilà. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, que vous voyez un petit peu les goûts que j'ai, passez votre chemin pour ce shoujo. Voilà. Oui, j'ai les cheveux violets, hein. Il n'y a pas de panique. Il y a 2 jours, ça m'a pris un petit peu comme ça, j'ai fait du violet. Bon. Mais alors vraiment, en plus, le matin là, je me suis réveillée, j'avais envie de faire du rose, alors que ça fait genre 3 semaines que j'ai envie de refaire du roux.
bah je suis partie sur du violet. Alors, non mais comme ça au moins il n'y avait pas de... Voilà, la spontanéité, mais en même temps vous commencez un petit peu à me connaître, on sait jamais, on sait jamais comment on va me retrouver, dans quel état, hein, donc bon. Alors, en même temps, je crois que j'aime beaucoup, ça faisait un moment que j'avais envie de faire du violet, déjà l'année dernière je me tâtais à en faire, mais voilà, j'ai sauté le pas sur un coup de tête et ça me va très bien comme ça. Et c'est sur ces bonnes paroles que le vlog se clôture. On se retrouvera peut-être pour d'autres sessions comme ça de vlog. J'ai trouvé ça assez chouette à faire. En faisant le montage là un petit peu avant de tourner ce dernier plan, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses sur lesquelles j'avais pas toujours appuyé ou que j'avais peut-être pas forcément suffisamment développé, mais en même temps c'est un petit peu le jeu, du vlog, c'est-à-dire qu'on dit les choses très spontanément, on va y arriver, sans forcément beaucoup méditer les propos, mais voilà, c'est le jeu, voilà, c'est le jeu, et si je devais faire, on va dire, une synthèse là des 4 bouquins que j'ai lus, donc des 4 mangas, je dirais que vraiment, pour moi, ceux qui se démarquent par rapport à mes goûts, ça va être déjà les 3 premiers, parce que c'est vraiment dans du seinen fantastique, donc forcément ça me parle énormément, mais vraiment, j'ai finalement, chacun de ces mangas m'ont énormément plu parce que La Petite Fille aux Allumettes a vraiment un ton qui me plaît énormément et j'ai hyper hâte de lire la suite parce que vraiment il y a beaucoup de charme à ce manga, vraiment tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de qualité et que la personne qui a fait ce manga là maîtrise un petit peu tous les codes qu'il faut maîtriser. À côté de ça, Sorcière et Ténèbres, ça avait pour moi le petit côté régressif à l'ancienne, presque adolescent, ce plaisir où tu te laisses porter par l'histoire, donc avec toujours ce côté un petit peu horreur, vraiment, il y avait un petit côté régressif, je me suis sentie comme une ado, j'ai adoré pour ce point-là justement, et puis Shibuya elle qui défonce, côté horreur, donc voilà, vraiment, en somme, j'ai vraiment fait de super lectures, de super découvertes, et voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, à me faire vos retours si vous les avez également lus, et on en papotera, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme je disais, parce que normalement c'est le 22, la semaine du 22, enfin du week-end du 22, qu'il y aura le live bilan pour les lectures de décembre. De toute façon, voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos si ça change d'ici là. Et voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et à plus. Ciao!